Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Cookieless, quels enjeux pour l'e-commerce ? Si la disparition des cookies tiers marque un véritable tournant dans le secteur de la publicité digitale, il en est de même pour le marché du e-commerce. Perçu comme intrusif, le cookie tiers n'a pas pour unique but de suivre le comportement de l'internaute afin de lui adresser un message ciblé. En effet, il permet entre autres de suivre la performance d'un site internet et de mesurer l'impact des campagnes marketing afin d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est pourquoi, afin de mieux comprendre l'enjeu du cookie tiers et son impact sur le marché du e-commerce, nous demanderons à nos invités quelles sont les alternatives aux cookies qui pourraient délivrer les mêmes performances jusqu'ici observées dans le monde de l'e-commerce, quels sont les indicateurs clés de performance que les e-commerçants sont en droit d'attendre ou de réclamer avec l'utilisation de nouveaux outils, quel est l'avenir du e-commerce sans cookies ? Pour en discuter, Mathilde Arret de Adobe, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Dimitri François de Adobe. Bonjour, bienvenue sur le plateau de The E-Commerce Society. Aujourd'hui, on parle cookieless. Et cette fois-ci, cookieless, non pas dans l'environnement publicitaire, mais dans l'environnement e-commerce. Et l'on va voir en quoi cette ère du cookieless est également un enjeu dans pour le monde de l'e-commerce. Bonjour à toi, Mathilde. Bonjour Michel. Bonjour Dimitri. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Ravi de te retrouver. Moi aussi. Première question. La place du cookie tiers dans le secteur e-commerce, c'est quoi l'impact et pourquoi s'agit-il d'un enjeu, ce fameux cookieless, en tout cas cette ère du cookieless pour le secteur de l'e-commerce, de ton point de vue Mathilde ? Alors de mon point de vue, tu l'as bien expliqué dans ta question, on parle bien de cookie tiers et pas de cookie first. Donc c'est vrai que d'un point de vue pur business, au quotidien, un e-commerçant va pouvoir continuer à mesurer ses KPI sur son site comme avant, pas de modification. En revanche, il va y avoir un certain impact au niveau donc de cette technologie qui est le cookie tiers, qui est voué à disparaître maintenant à l'horizon 2023. On a eu un petit répit la semaine dernière annoncé par Google. Et là, il va y avoir un gros impact principalement autour de tous les use cases, cas clients médias. Donc, que ça soit de l'acquisition, que ça soit du retargeting, certains niveaux d'analyse, tout ce qui est analyse d'attribution, tout ce qui est mesure de capping, pour gérer et réguler la fréquence en fait au niveau des impressions. Donc là, ça va être complexifié parce que avec la fin du cookie tiers. Donc ça va être le premier impact. Donc je me suis très centralisée sur des points plus pub, médias. Après, il va aussi avoir un certain impact au niveau de ce qu'on peut faire en termes de personnalisation et d'expérience client. Parce que tout ce qui est omnicanalité, cross-device, quand on sait que pour le moment, à peu près un utilisateur a environ 9 terminaux. Donc voilà, entre l'iPad, le téléphone portable, le portable, potentiellement la montre connectée et autres. Donc ça fait quand même beaucoup de terminaux. Donc là, il va falloir quand même réfléchir à la façon dont on va collecter sa donnée, dont on va pouvoir mieux cibler sans forcément s'appuyer sur cette technologie de cookie tiers. Donc voilà, donc il y a quand même des gros enjeux côté annonceur qui sont l'acquisition principalement et aussi délivrer une bonne expérience qui sont reliés en fait à cette technologie cookie tiers. Merci Mathilde. Ce que je retiens, c'est effectivement ces enjeux autour de la personnalisation, autour de l'omnicanalité. Tu as évoqué une moyenne, ça paraît effrayant, mais c'est une réalité de 9 terminaux. Enfin, effrayant, non, mais on ne s'en doute pas forcément de 9 terminaux par utilisateur. Et c'est vrai que pour gérer les informations de la part de ces différents terminaux sur un utilisateur parfois unique, c'est vrai que l'enjeu autour du cookie tiers est extrêmement important. De ton point de vue, Dimitri, la place du cookie tiers dans le secteur e-commerce, c'est quoi l'impact et pourquoi c'est un enjeu ? Oui, pour compléter ce que vient de dire Mathilde, en fait, je pense qu'il y a un point important. En fait, c'est grâce au cookie tiers aussi que le marketing digital s'est développé ces 10, 15, 20 dernières années. Et en fait, maintenant, en fait, on a besoin de créer de nouvelles expériences, et d'où en fait l'idée d'omnicanalité, d'aller faire de l'hyper-personnalisation. En fait, c'est ce que recherchent
aujourd'hui en fait les consommateurs. Donc ça, c'est un point super important. Et ce qu'ils vont rechercher aussi, et ça, donc les marques vont pouvoir le faire en ayant une stratégie plus de first party data et de pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit vraiment fait au cordeau pour chacun des use cases qu'on va vouloir en fait faire tourner sur les différentes plateformes marketing. Et puis aussi un autre enjeu qui est hyper important, c'est la confiance. Et je pense que c'est là en fait où il faut créer en fait cette relation de confiance entre le consommateur et les marques. Donc elles l'ont bien comprise, elles le savent, mais c'est un travail justement de longue haleine où il faut revenir un petit peu sur cette partie, mieux parler à son consommateur et en fait lui apporter ce dont il a envie au moment où il le souhaite. Et ça peut être, si je commande en fait des courses en ligne, en fait, c'est de savoir où est-ce que sont mes courses, quand est-ce qu'elles vont être livrées à la minute près. Si demain je vais chez mon retailer, je commande une PlayStation par exemple, c'est de pouvoir savoir que je vais pouvoir aller la chercher dans 1h30 ou dans 1h45 et avoir une notification. C'est un rêve pour beaucoup de gens. Mais c'est de continuer en fait à avoir cette hyper personnalisation et de s'assurer en fait qu'il y a cette confiance entre le consommateur et les marques qui est de plus en plus demandée et qui est aussi un des points de vigilance de nos législateurs et qui en font on a la CNIL en France, mais il y a aussi le GDPR en Europe, le CCPA en fait en Californie. Donc il y a beaucoup en fait de marchés où le législateur en fait veut plus de transparence et plus de confiance. Et c'est ça en fait un des points importants qu'il faut travailler dans les mois à venir. Merci Dimitri. Alors Pierre-Louis, avec Mathilde et Dimitri, on a évoqué à l'instant avec Dimitri la confiance, on a évoqué la personnalisation avec Mathilde et l'omni-canalité. De ton point de vue, du point de vue des annonceurs que tu conseilles, c'est quoi la place du cookie tiers dans le secteur du e-commerce et quel est l'impact si jamais ce cookie tiers disparaît? Quel était son impact avant et quel serait l'impact éventuellement, c'est pas éventuellement, mais sûrement avec sa disparition et pourquoi c'est un enjeu? Alors déjà, je voudrais juste recadrer, parce que quand on parle de e-commerce, on parle de e-commerce pour FMCG, on parle de e-commerce pour les produits de beauté, l'automobile ou les ventes de téléphones mobiles. Donc la notion de cookie est différente en fonction du secteur auprès de qui on s'adresse. Si j'ai des produits à très forte rotation, FMCG par exemple, donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin de cookies pour être le plus souple possible, parce que si on m'a acheté du yaourt le jeudi, je ne vais pas refaire de la publicité le samedi pour racheter du yaourt encore derrière. L'automobile, c'est c'est dans le sens inverse, et on possède une automobile entre 3, 5 et 7 ans, donc la notion cookie en elle-même n'est absolument pas utile d'aucune sorte, à part quand on fait de la publicité dans les médias, mais là on est dans du e-commerce. Et puis il y a les produits avec des rotations sur 6 mois ou 1 an, où le cookie là aussi peut être remis en question et n'est pas très utile. Ensuite, le deuxième niveau, c'est quand moi, en tant qu'industriel, annonceur, je vais communiquer sur une plateforme de e-commerce de type Carrefour ou Monoprix. À ce moment-là, je vais avoir besoin de contrôler ma répétition, de façon à ne pas lasser, etc., etc. Donc le cookie, pour moi, est utile sur, encore une fois, des phases de réachat assez rapides. Quand on est sur des phases de réachat très longues, ce n'est pas très utile. Et dernier point, après, il y a le cookie-less. Quand je vais chercher mes consommateurs sur des moteurs de recherche ou sur des plateformes médias en faisant de la publicité, à ce moment-là, comment je suis sûr un individu, il va m'acheter chez Carrefour, et comment je sais que cet individu qui va m'acheter et m'a acheté chez Carrefour, je vais le retrouver sur lemonde.fr. Donc la notion de cookie, là, pour le coup, elle est centrale. Ça veut dire qu'il y a des gens comme Adobe, évidemment, qui nous aident, et puis il y a des gens comme LiveRamp qui aident aussi, parce que pour retrouver ces consommateurs à l'extérieur de la plateforme de e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué, et le cookie reste au cœur du dispositif à date. Dans 3 ans, on verra avec nos amis de chez Google, mais à date, le cookie pour les trouver nos consommateurs à l'extérieur d'une plateforme de e-commerce, pour moi, le trou dans la raquette, avec la fin du cookie, il est là. Merci Pierre-Louis, tu mets le point sur un élément clé qui est celui de la mesure, et notamment la mesure de la performance, et de pouvoir retrouver ces petits pour pouvoir justement enclencher la bonne stratégie qui va derrière. Puisque justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, Mathilde, tu as évoqué la date de 2023, puisque les cookies sont amenés à disparaître, c'est quoi les alternatives aux cookies qui pourraient délivrer, on l'espère, les mêmes performances qui étaient jusqu'ici observées dans l'e-commerce?
Oui, bah alors Dimitri a fait tomber un peu un bout de la réponse en répondant, mais bon, un des aspects, ça sera clairement capitaliser autour de la donnée first. Donc, aller mettre en place des stratégies de collecte de données first qui, en plus, vont dans le sens des législations avec un peu plus de contrôle et plus de transparence. Donc, les études montrent qu'en plus, en capitalisant bien sur cette donnée, on arrive à améliorer souvent les revenus à l'ordre de 1,5. Et puis, un point très important, c'est, je reviens sur ma notion quand même de délivrer une bonne expérience, mais du coup, en collectant bien ces données, on va justement travailler justement pour délivrer la meilleure expérience possible sur tous les leviers d'acquisition. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre une marque. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai une très mauvaise expérience chez un e-commerçant, un retailer, je fais pas trop de cadeaux. Donc ma fidélité baisse subitement. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment de bien collecter les données et du coup de les associer en gros à des ID qu'on appelle des ID persistants. Donc ça va être des CRM ID, des emails et d'agréger en fait la donnée collectée autour de ces nouvelles devises. Et d'enrichir du coup la connaissance. Après, il y a un autre point hyper important, c'est que un ID persistant, comme je l'ai dit, va permettre d'activer sur certains canaux, mais pas sur tous. Et il faut aussi vraiment pouvoir créer en fait un graphe identitaire flexible. Donc pas qui va prendre uniquement un identifiant type email, mais qui va être capable aussi de gérer d'autres identifiants. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, la preuve. Donc, être flexible dans les années à venir pour pouvoir gérer de nouvelles évolutions du marché, mais également être capable de gérer des identifiants et d'enrichir cet ID identitaire d'identifiants de partenaires technologiques. Donc, typiquement, la CDP Adobe va permettre, bien sûr, de gérer les ID persistants, mais également va pouvoir ingérer et gérer des ID venant de partenaires, type The Trade Desk ou LiveRamp, ce qui nous permet également de facilement communiquer avec eux et d'envoyer des informations et des segments pour mieux communiquer avec eux et travailler cette stratégie de ciblage qui jusqu'à présent était très dépendante du cookie. Donc, si je comprends ce que tu me dis, la meilleure des alternatives, c'est la bonne gestion de la first party data qui va permettre de générer un certain nombre d'identifiants et si possible, des identifiants persistants. Exactement. Est-ce que je reformule correctement ? Exactement, c'est du coup bien capitaliser sur cette donnée first et à côté bien gérer les identifiants pour pouvoir bien activer cette donnée first, quel que soit en fait le canal d'acquisition. Je suis ravi, j'ai tout compris. Merci Mathilde. Dimitri, de ton point de vue, c'est quoi les alternatives aux cookies ? Donc, ok, la first party, on a parlé des identifiants, mais c'est surtout aussi la notion de performance qui est importante. Est-ce qu'on peut délivrer des performances qui soient équivalentes et pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, même meilleures, puisque connaissance grâce à l'identifiant du client beaucoup plus en profondeur. Je pense exactement ça. On a déjà en fait des clients qui arrivent à avoir des résultats beaucoup plus importants que ce qu'ils avaient auparavant. Et pour illustrer ce que disait Mathilde, en fait, je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle Signify. Signify, en fait, ils ont une marque qui s'appelle Philips Hue. Donc, en fait, c'est les ampoules connectées et qui permettent quand en fait on rentre chez soi, de pouvoir avoir une ambiance en fonction de la musique qu'on écoute, en fonction en fait de l'émission qu'on regarde, ou par exemple quand on se réveille le matin, d'avoir une lumière progressive. Et eux, ils avaient en fait un système où ils passaient par beaucoup de revendeurs. Mais en faisant ça, finalement, ils avaient peu de relations avec leurs consommateurs. Donc, ils ont un système de bridge en fait qui permet de gérer en fait l'ensemble de l'interaction qu'on va avoir et dans différentes pièces de sa maison. Ils ont aussi en fait une application, et cette application, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti une nouvelle version l'année dernière. Ils ont utilisé toute la donnée first qu'ils avaient, tous les gens en fait qui se loguent sur cette application, qui donnent leur consentement pour certains types d'actions ou de types de contacts. Et ils utilisent donc leurs données first, c'est une Customer Data Platform, donc une CDP, pour pouvoir mieux interagir avec ses consommateurs. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est par exemple, c'est ce qu'expliquait donc leur VP Marketing, Alexandra Gaillard, lors du dernier Adobe Summit. En fait, l'objectif, en fait, pour eux, c'est de s'assurer qu'il y a une continuité entre l'achat, l'installation, et puis en fait, compléter mon offre, acheter de nouvelles ampoules, acheter de nouveaux systèmes d'éclairage uniquement pour ma télé, des LED par exemple, ce genre de choses. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est
en fonction de toutes les interactions qu'ils vont récupérer sur l'application, ils vont proposer de nouvelles expériences d'éclairage, proposer des nouveaux produits, etc. Et en faisant ça, ils améliorent l'expérience, ils améliorent l'engagement, et ils ont eu en fait sur les premières campagnes qu'ils ont lancées en Q4 de l'année dernière, un taux de conversion qui est augmenté de 30% et un chiffre d'affaires qui a plus que doublé. Donc on voit que justement quand on arrive à engager ces consommateurs, on arrive à créer en fait une expérience et à générer un revenu en fait aussi supplémentaire pour les e-commerçants. Donc en gros, c'est la data first au service de l'expérience client qui, si elle est améliorée, est au service du chiffre d'affaires. Oui, et tout en respectant aussi donc, toute la partie dont on parlait avant, cette relation de confiance. Bien Parce sûr. que quand un consommateur est en confiance, il est prêt à continuer en fait la relation business, on va dire, qu'il a avec la marque. Merci Dimitri. Alors Pierre-Louis, on a entendu avec Mathilde cette notion de first party data qui est vraiment clé, cette notion d'identifiant, avec Dimitri à l'instant, cette notion, j'allais dire, de sublimation de l'expérience client, si la data en tout cas est bien exploitée. De ton point de vue justement, est-ce que en fait on touche du bois justement cette alternative aux cookies grâce à la first party data et qui permettrait de délivrer des performances peut-être même meilleures que ce qu'on pouvait faire avec les cookies dans l'e-commerce. C'est clair que l'ID unique ou l'ID unifié, comme c'est le grand mot à la mode depuis les 15 derniers jours, c'est clairement le Graal et c'est clairement ce vers quoi tout le monde doit aller. Maintenant, se construire une base de données, parce que ça revient à ça quand même, sur base d'ID unique, c'est pas à la portée de tous les industriels. 2, il faut en avoir la vraie utilité pour le coup, encore une fois. Est-ce que c'est intéressant pour moi qui vend 300 000 packs de yaourt tous les jours de connaître mes individus qui achètent mon yaourt? Sachant qu'en plus, même si j'ai la first sur mon yaourt, en fait, le vrai individu, l'acheteur de yaourt, il appartient d'abord à Carrefour, il appartient d'abord au distributeur. Donc en tant qu'industriel, la question se pose en fonction de mon secteur, si j'ai intérêt ou pas à avoir une first party, et si je me lance dedans, à ce moment-là, c'est un effort au long cours, exactement ce qu'on a vécu il y a 3 ans avec les DMP, c'est ce qu'on va vivre maintenant avec les CDP, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir, la base, il faut qu'elle soit extrêmement propre, etc. Et puis, il y a un autre point aussi qui fait écho, en fait, maintenant, il y a un pont qui va se créer, qui va se renforcer entre, d'un côté, les vendeurs, enfin, les e-commerçants et tout ça, et de l'autre côté, le CRM des industriels. C'est-à-dire que l'avantage de l'ID unique, ou l'ID unique, c'est qu'on peut faire maintenant, grâce à ça, un pont entre le premier acheteur, le primo-accédant ou ce que vous voulez, et puis la personne qu'on va fidéliser, qui sera dans le programme CRM. Tout ça va être unifié, ce qui est extrêmement important, parce que la notion même de CRM, maintenant, je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais il va falloir des responsables chez les industriels qui ont la vision des deux côtés, à savoir la performance immédiate en e-commerce, plus la performance sur leur first party en matière de CRM. Donc l'ID, c'est la clé, c'est évident. Maintenant, ça ne coûte pas peu cher. Alors justement, puisqu'on parle de performance, parce que même si ça coûte cher, c'est un investissement qui derrière, en termes de ROI, se doit d'être au niveau. On a eu l'exemple tout à l'heure du fabricant d'ampoules que nous a cité Dimitri. Tu te dis, bon, ok, c'est peut-être un peu cher, mais que derrière le jeu vaut certainement la chandelle, d'où cette troisième question, c'est en termes de KPI, de Key Performance Indicator. Le secteur e-commerce, il est en droit d'attendre quel type de résultats de ce que tu as pu observer, Mathilde? Alors, quand on utilise tous ces nouveaux outils dont on a parlé, je veux parler de la CDP, entre autres, ou d'autres d'ailleurs. Oui, j'entends bien. Donc en fait, en termes, déjà de KPI indicateur pur, pour un e-commerçant, ça va pas changer, comme je disais, parce que ce qui pilote, la façon dont il va piloter son revenu va pas changer. Après, en termes de KPI et de mesure d'audience avec les médias, forcément, il va y avoir des impacts, parce qu'on va pas pouvoir tout mesurer sur la façon dont on attribue ou on mesure du post-impression, parce que ce n'est plus d'actualité. Ensuite, mon point, c'est, je pense qu'on peut être, ça va être aussi une ère un peu plus créatif pour la mesure, pour voir un peu l'impact de ce cookie-less,
sur les années à venir. Et ça va être de la collaboration entre différentes technologies. Typiquement, si je prends un use case d'acquisition pure, qui est les use cases les plus impactés, alors déjà avant on pouvait le commencer dans les DMP, maintenant c'est plus le cas, donc ça va plus commencer pur dans les DSP. Après, ce qui peut DSP, tu peux rappeler? Oui, bien sûr. Demand Side Platform, voilà. Donc les outils d'achat médias, que ce soit du côté des agences ou des côtés des annonceurs eux-mêmes d'ailleurs. Tout à fait. Et donc on pilote, on fait sa campagne d'acquisition à travers le DSP. Et ce qui peut être intéressant, c'est de l'analyser à travers un outil d'analyse client, parce que ça on peut encore le faire à travers le trafic entrant de la campagne et voir comment cette campagne d'acquisition performe sur le site, que ce soit sur le tunnel de conversion ou même en termes de conversion pure. Et derrière, à utiliser des algorithmes de machine learning pour appliquer un scoring d'appétence, par exemple, à la conversion. Donc, du coup, cette campagne X, du coup, je vais la scorer et les personnes qui viennent de cette campagne ont une appétence forte ou basse, c'est terrible, les mots viennent en anglais, forte ou basse du coup à la conversion. Et puis derrière, dans l'outil d'analyse, on peut dire c'est les personnes qui ont plus de 30 ans, en fait avec des données venant de l'outil d'analyse. Et sur cette base-là, on peut enrichir notre stratégie d'acquisition qui se fait ensuite dans le DSP. Donc ça ne sera pas comme avec du cookie tiers et de la donnée tierce comme avant, mais ça sera avec du coup des stratégies via du contextuel et ensuite on réanalyse dans un outil tierce, mais en fait on va croiser la donnée venant de deux outils pour justement aller plus loin dans les KPI de performance. Moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il y a un champ des possibles incroyable d'un point de vue technologique et d'un point de vue résultat que l'on peut en tirer. Mais il y a aussi un point, quand même, je crois, assez saillant et qui a été évoqué un petit peu par Pierre-Louis tout à l'heure, c'est la capacité des annonceurs, d'une part, peut-être à s'offrir ce type d'outils, mais surtout à gouverner, en tout cas, à bien piloter ces différents outils. Et je pense que vous, Adobe, vous avez quand même un rôle très important en termes d'accompagnement. Et j'imagine qu'effectivement, vous avez un certain nombre de programmes pour ça. Que ce soit de ton côté, Mathilde ou Dimitri, est-ce que justement cette notion de gouvernance, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux? Je n'en doute pas, mais c'est ce qui est un peu péché, par exemple, lorsqu'on a parlé des data management platforms. Tout à fait. Donc, oui, tout à fait. Enfin, c'est ce qui a peut-être péché, mais c'était déjà, en fait, il y avait pas mal de possibilités, de règles de gouvernance en fait, qui étaient mises à disposition dans la data management platform, qui le sont aujourd'hui en fait, dans la CDP ou sur la data platform que l'on a en fait, chez Adobe. Donc là, on donne en fait, l'ensemble des outils à l'organisation et aux différents intervenants, qu'ils soient internes, qu'ils soient partenaires ou qu'ils soient en fait, éditeurs, pour vraiment en fait, gérer au mieux cette data. Donc je pense que ça, en fait, pour nous, c'est quand même assez crucial, c'est de simplifier l'utilisation et surtout qu'il y ait une plateforme unique. Et qu'on n'ait pas en fait à gérer la gouvernance dans un outil analytics, dans un outil d'acquisition, dans un outil CRM, et dans tout type d'outils. C'est vraiment en fait une unification, un point central, et ce qui simplifie aussi les interactions qu'on va avoir avec nos équipes juridiques, les CPO, etc. Donc ça, je pense que ça c'est vraiment clé. Et je pense qu'aussi en fait là, il y a aussi il y a cette gouvernance qu'on a dans la plateforme, et qui va aussi en fait pourquoi en fait c'est plus facile à utiliser. Ça va aussi permettre de faire des use cases qui sont plus faciles à gérer et à démontrer. Et quand on fait ça, c'est beaucoup plus facile d'embarquer tout le monde sur ce type de use case. Et pour ça, moi, j'en ai deux en tête qui sont assez disruptifs avec la CDP et qu'on n'arrivait peut-être pas à faire jusqu'à présent et qui était un petit peu un Graal. Il y en a un premier avec un de nos clients qui est AS Adventure. Donc c'est un magasin de retail dans l'outdoor, donc en France, leur concurrent qui est belge, quelques boutiques en France, mais leur concurrent direct, on va dire en fait que c'est un Decathlon pour un peu les situer. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est que dès qu'on va en boutique et qu'on achète, par exemple, une tente et un sac de couchage, à partir du moment où l'information remonte dans le ticket de caisse, je rentre chez moi, je me connecte en fait sur le site web ou sur l'application. Tout de suite, ils vont hyper personnaliser la communication qu'ils vont avoir avec moi en proposant des produits que je n'ai pas. Donc ça peut être un surmatelas, ça peut être un réchaud par exemple, ce type de choses qui vont aller compléter en fait mon achat et pour continuer l'engagement. Si pour X raison je n'ouvre pas l'email ou je ne me connecte pas en fait au site, ils vont pouvoir faire une campagne média quelques semaines avant, comme on pouvait le faire auparavant avec une DMP, mais ils vont vraiment en fait le faire au bon moment pour chacun en fait des clients. Et c'est là en fait on a vraiment de la stickiness et on a vraiment en fait des clients qui reviennent et qui continuent de consommer.
Et un second exemple aussi qui était un petit peu, et qui rejoint cette partie gouvernance, c'est grâce à une CDP, comme on collecte toute l'information en fait, au même endroit, on est aussi en capacité d'en donner accès à l'ensemble de l'organisation. Et c'est que par exemple, c'est un use case qu'on a avec des opérateurs de téléphonie mobile. C'est aujourd'hui, moi, si je vais sur la page de résiliation de mon opérateur, je vais pour résilier. En fait, cette information-là, avant la CDP, c'est une information qui pouvait mettre 48 heures, 72 heures avant d'arriver au centre d'appel. Alors qu'en fait, quand je vais sur cette page-là, dans 40-50% des cas, en fait, je vais contacter directement en fait, le call center. Je vais avoir le numéro sur la page. Je les appelle pour résilier. Là, en fait, grâce à la CDP, l'opérateur est en capacité de recevoir et son call center en temps réel l'information que je suis en train de churner. Ils peuvent prioriser mon appel au niveau du centre d'appel. Ils peuvent aussi potentiellement me donner en fait une offre de rétention directement. Et en faisant ça, en fait, on a enfin réussi à gérer en temps réel et à réaliser un use case qui était un peu le Graal de tous les providers d'énergie ou tous les opérateurs de téléphonie mobile qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Donc en plus avoir un ROI super important et puis à amener de la valeur en fait pour nos clients. Et ça, on le fait en fait très facilement. Et de la même façon, comme je disais, ça revient à cette règle de gouvernance. Tout le monde a accès à la donnée. Elle est structurée, elle est partagée entre toutes les entités de l'organisation. Et pour ajouter Merci, juste Dimitri. un point à cette notion de gouvernance, Dimitri a parlé de cas client. Et ça, c'est un des enjeux phares qu'on voit justement sur ces nouveaux projets, ces discussions CDP. C'est qu'est-ce que je fais de cette donnée et qu'est-ce que je fais de ma CDP. Et c'est un peu comme les DMP au tout début, c'est un peu le Graal. Et sans savoir exactement quoi faire et quel enjeu business ma CDP va répondre, c'est difficile ensuite de mettre un bon KPI en face. Donc vraiment, c'est la phase de une CDP. Pourquoi du coup, on l'a bien expliqué, il y a tous les business, toutes les industries n'ont pas forcément besoin d'une CDP ou pas forcément maintenant. Donc c'est vraiment se dire pourquoi j'en ai besoin. La réflexion stratégique en amont de l'acquisition de ce type d'outils. Ce que je retiens en termes de nouveaux KPI, en tout cas, c'est l'engagement en temps réel, la mesure de l'engagement en temps réel, ce qui est quand même le Graal du Graal, j'allais dire, pour pouvoir justement réfléchir à une stratégie performante par la suite. C'est la clim, c'est pas grave. On coupera au montage. Il n'y a pas que moi. Pierre-Louis, les KPI, justement, pour le secteur e-commerce, dans le cadre de ces tout nouveaux outils, on a parlé de la CDP, et justement, dans le cadre de cette cookie-less R. Le premier, c'est donc on se base sur une notion de first party ID. Bon, je ne vais pas parler pour les e-commerçants en tant que tel, mais en tant qu'industriel, de l'autre côté, si je suis ma roadmap, la première chose que je vais faire, c'est construire ma base, et puis il faut absolument que j'ai mes 500 000 ID, par exemple. Ces 500 000 ID, ensuite je vais les segmenter, on va faire les clusters, pas au sens Covid du terme, mais au sens segmentation du terme. Et là, ces clusters, donc groupes d'individus, des groupes d'individus vont être testés en communication chez le e-commerçant ou sur les plateformes médias, et je vais calculer mon premier item qui est le ROAS, le retour sur mon investissement publicitaire. Déjà, ça, j'enfonce une porte ouverte parce que sur le e-commerce, c'est la base de la base. Mais une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je traite ma transformation en tant qu'industriel. Donc, quels sont mes segments qui ont été les plus rentables? Quels sont ceux que je dois abandonner? Et pourquoi je dois les abandonner? Est-ce que c'est une moindre perméabilité à la publicité versus à un email dans une base de CRM? Et ensuite, il y a un troisième indicateur qui, pour moi, va devenir de plus en plus important en fonction des secteurs, évidemment, c'est la notion de cross-catégorie. Si j'achète de la mayonnaise, est-ce que je vais avoir tendance à, en achetant beaucoup de mayonnaise Amora, est-ce que je vais avoir tendance à acheter beaucoup de dentifrice Signal, par exemple? Ce qui est quand même une dichotomie grave. Et ce qui, quand on regarde les sorties de caisse, c'est ce qui se passe. Exact. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre analyse cross-catégorielle, elle est dépendante en tant qu'industriel de la bonne volonté du commerçant. Donc, la vraie question qui va se poser, c'est comment et est-ce qu'on sera autorisé à croiser des données de vente du commerçant avec ma donnée first party en tant qu'industriel? Et là, je parle que de FMCG. Maintenant, si je parle de téléphonie, changement tous les 12 mois, est-ce que mon ID sera encore valable dans 12 mois? Le troisième indicateur qu'on pourrait mettre, c'est le taux d'érosion de la crédibilité de ma donnée. Comment expliquer ça? Si tous les 6 mois, je suis obligé de renouveler ma base à 80% ou à 50%,
encore une fois, ça va être compliqué à gérer. Donc, de toute façon, l'industriel ou l'annonceur, il sera toujours dépendant des distributeurs, sauf à avoir ses propres plateformes de vente directes, ce que fait Nike, par exemple. Ils sont revenus, ils vendent directement. À ce moment-là, ça peut être intéressant, parce que déjà, Nike, leur CDP, je pense ça fait longtemps qu'elle est montée, et puis le nombre de clients qu'ils ont... voilà. Mais en tant qu'industriel, encore une fois, vendeur de téléphone, de lunettes ou de frigo... Alors, puisque tu fais de la prospective, justement, ça va être l'occasion de poser cette fameuse question. C'est au regard de ce mieux-disant, pas culturel, mais de performance en tous les cas pour les annonceurs, parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que en fait, le cookie-less le fait d'entrer dans l'ère du cookie-less permet de faire un bond en avant en termes d'efficacité, de réactivité et d'amélioration de l'expérience client. C'est comme ça que je le vois. Hein. Après, j'ai le droit peut-être de me tromper, mais fort de ces belles perspectives, quel est votre avis sur l'avenir de l'e-commerce sans cookies ? Oui, je pense que tu as très bien résumé le point de vue, mais effectivement, cette ère post-cookie tiers, c'est clairement regagner, la confiance. Je pense que c'est vraiment l'occasion de rétablir cette transparence et cette confiance qui a été un peu mis à pas forcer aussi avec les dernières lignes directrices de la CNIL. Mais donc, c'est aller dans cette mouvance-là. Et puis, le deuxième point, c'est profiter de ce moment pour repenser en fait, la façon dont on collecte ces données. Parce que la donnée first, elle se mérite. Il y a une stratégie derrière. Elle ne tombe pas comme ça, on ne l'achète pas. Donc, elle se mérite. Il faut la gagner. Il faut réfléchir comment on va capitaliser dessus, comment on va la collecter, comment on va ensuite l'utiliser. Je réinsiste sur mes fameux use cases, mais c'est le Graal. C'est ce qui fait que n'importe quelle solution, que ce soit une CDP, que ce soit n'importe quelle solution, on arrive à aligner des performances derrière. C'est parce qu'on sait ce qu'on veut en faire. Donc c'est vraiment centrer, réfléchir sur ce qu'on fait de sa donnée, capitaliser sur la donnée first et prendre finalement ce délai qui a été accordé pour continuer les efforts qu'on faisait un peu en précipitation, mais de manière plus posée, plus réfléchie et en faisant vraiment un audit de voilà, à date, j'ai cette typologie de data, j'ai mes besoins métiers, c'est ça, quelle techno pour y arriver et ensuite comment j'y arrive. Merci. On en arrive justement à un point de remise en question qui doit être assumé. Il nous reste une année de plus pour pouvoir réfléchir et repenser sa stratégie data au service de l'expérience client, comme on l'a évoqué, et en toute transparence pour donner de la confiance également au marché. De ton point de vue, Dimitri, l'avenir du e-commerce sans cookies, c'est quoi ? Je pense, pour compléter ce que disait Mathilde, en fait, il y a un point important dans ce qu'elle disait, c'est la simplification. En fait, pourquoi on va arriver à mieux gérer, à aller chercher en fait, plus de ROI quand on est e-commerçant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, une data platform comme l'Adobe Experience Platform en fait, d'Adobe va permettre cette simplification parce qu'on va avoir un seul outil qui va collecter l'ensemble de la donnée au niveau du profil unique qu'on a mentionné en fait, précédemment et qu'on va pouvoir ensuite donner à toutes les entités d'entreprise. Et on va nous aussi avoir différents modules. On va avoir des modules CDP, des modules pour orchestrer en fait, les campagnes d'emailing, de notification, etc. Mais comme on a créé en fait, cette plateforme unique, on va simplifier. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la plupart des marques, ils ont souvent une quinzaine de produits. Ça peut être d'un seul éditeur ou de plusieurs éditeurs bien sûr, et en fait c'est comment on fait parler tous ces outils, comment on fait transiter en fait la donnée, et ça c'est ce qu'on va résoudre en fait avec l'Adobe Experience Platform et avec notre CDP, et après en fait c'est de pouvoir avoir cette notion de real time, parce que finalement c'est ce que veut en fait le consommateur aujourd'hui. Donc oui, en fait, ça demande quand même une organisation à mettre en place et des règles de gouvernance. Mais ça, en fait, aujourd'hui, c'est possible. Donc on le donne c'est à disposition, en tout cas, dans notre outil. Et puis un dernier point, parce que Pierre-Louis parlait de cross-catégorie, et je pense que là, c'est aussi quelque chose d'intéressant, de super intéressant, et c'est ce qu'on va rechercher les marques. Et c'est vrai que parfois, il y a des signaux qu'on ne va pas, dans l'exemple que tu prenais, qu'on n'attend pas, mais qui vont être assez forts. La mayonnaise et le dentifrice. Voilà. Bien. Et finalement, ce qu'on va permettre aussi au sein de cette plateforme, c'est d'avoir de la data collaboration entre les marques. Et c'est que les marques de différents produits peuvent justement décider de partager un certain nombre d'informations à partir du moment, bien sûr, où le consommateur a donné son accord. Mais ça va permettre aussi
donner la possibilité d'enrichir les use cases et d'aller vers toujours plus de personnalisation et donc de contextualiser en fait l'ensemble des offres qu'on va fournir aux consommateurs. Merci Dimitri. Le mot de la fin en 3 mots pour toi. Le futur, c'est la bataille autour de la connaissance client avec 2 grosses familles, les commerçants, retailers et autres, et les industriels ou les producteurs. Qui aura la meilleure connaissance client sera capable d'impacter sur la stratégie de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion du marketing de la data. C'est comment je vends ma data à l'interne pour pousser mon directeur général ou mon président à mettre un ticket de 50 000, 500 000 ou 1 million sur la table, plus les investissements qui vont derrière. Donc, il y a une bataille sur la connaissance client, sur les zones d'influence, et une bataille sur qui investit et pourquoi. Le marketing de la data. Une fois qu'on aura résolu ces 2 problèmes-là, avec la complicité de sociétés comme Adobe, on aura été très très loin et on aura résolu un bon nombre de problèmes. Encore quelques années avant d'y arriver. Il y aura que des belles solutions. Simplification, interopérabilité, remise en question. Donc merci en tous les cas de nous avoir permis justement de prendre un peu du recul. Et comme disait MC Solar, prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Et pour nous aider à comprendre les enjeux justement autour du cookie-less et de l'impact bien sûr pour l'e-commerce. Merci Pierre-Louis, merci Dimitri, merci Mathilde. Ainsi s'achève ce débat autour des enjeux du e-commerce dans un monde sans cookies. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.